De tous les métiers, les pompiers sont probablement au haut de la liste de ceux qu'on admire le plus dans la société, puis avec raison, hein, faut le faire quand même de prendre autant de risques pour se mettre au service des autres. Mais saviez-vous que les cas de cancer sont en augmentation chez les pompiers de Montréal? Et cette semaine, on s'intéresse à leurs habits de combat. C'est insultant comme pompier, puis c'est insultant comme citoyen qui est quand même exposé à ces produits-là ailleurs, là. La science avance et on s'inquiète de plus en plus des PFAS. Ça, c'est une famille de composés chimiques qu'on appelle aussi les polluants éternels. Ça a été utilisé beaucoup comme matériau pour imperméabiliser les vêtements ou encore pour les rendre plus résistants à la chaleur. Donc, on s'est demandé si les habits de combat censés protéger les pompiers ne les exposent pas davantage au cancer. On voit les différentes couches. Fait que c'est vraiment celle-là qui est en contact avec la peau. Ils sont des méga champions en termes de concentration de PFAS. Sylvie Fournier et Gil Shohat ont réussi à mettre la main sur des habits de combat de pompiers de Montréal. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Bienvenue à Enquête. Ça arrive 200 000 fois chaque année au Canada. Des hommes et des femmes mettent leur vie en danger pour sauver la nôtre ou protéger nos biens les plus précieux. Les dangers auxquels ils s'exposent ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Un ennemi invisible et tout aussi dangereux s'est immiscé jusque dans leur équipement de protection. La caserne 74 à Ville-Mont-Royal. Le lieutenant Chris Ross est un soldat du feu depuis 30 ans. L'habit de combat qu'il enfile a longtemps été un symbole de fierté. On se sent invulnérable, là. On porte ça, puis on est Superman, c'est un super-héros, là. On rentre dans des bâtiments en feu, on passe au travers des flammes. C'est quelque chose que, à la base, c'est notre premier outil de travail. C'est la différence entre la vie et la mort. Cet habit de combat censé les protéger, aujourd'hui, ils s'en méfient. On pense à ces équipements-là comme c'est quelque chose qui nous protège quand on s'en va au feu. On ne pense pas que ces équipements-là, c'est quelque chose qui nous contamine, qui pourrait être même une raison pourquoi que les incidences de cancer chez les pompiers de Montréal puis les pompiers en général sont plus élevées. Au feu. C'est un cri d'effroi, un signal d'alarme. Le feu terrifiant, le feu destructeur brûle et ravage tout sur son passage, laissant derrière lui ruine et désolation. Telle une bête féroce, le feu est redoutable et les hommes s'arment pour le combattre. Pendant longtemps, les traumatismes, l'asphyxie, les brûlures constituent les plus grands risques auxquels les pompiers sont confrontés. Les accidents cardiaques sont la principale cause de décès. Le danger d'explosion est sérieux. La chaleur excessive et d'autres jets d'eau sont nécessaires pour briser les vagues de chaleur. À partir des années 2000, le cancer devient progressivement l'ennemi numéro 1, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît maintenant le travail des pompiers comme agents cancérigènes. Dans les derniers 15 ans, on a 77 pompiers montréalais qui sont décédés d'une maladie professionnelle à la base d'un cancer, puis que leur décès a été reconnu par le CNSST. Chris Ross est aujourd'hui président du syndicat des pompiers de Montréal, le plus important service au Québec. Le pays compte 126 000 pompiers, dont le tiers sont des professionnels à temps plein. Ils courent environ 10 % plus de risques de recevoir un diagnostic de cancer que la population générale. Et ils en meurent plus souvent. Un pompier qui est mort d'un cancer, on parlait des chiffres tantôt, 8 pompiers cette année, 40 dans les derniers 4 ans. Il n'y a pas de funéraire civique, ça ne fait pas la page 1 du Journal de Montréal. Mais j'ai quand même accompagné ce monde-là jusque dans leur mort. C'était probablement la bout la plus difficile de ma carrière comme pompier.
Ces statistiques, Martin Guilbeault les connaît bien. Pompier, lui aussi, depuis plus de 30 ans, il est chef de division au Centre de formation des pompiers de Montréal. Si vous prenez l'exemple de votre cuisine ou de votre salon chez vous, il y a énormément de matériaux qui ne sont pas du bois pur. On a des plastiques, on a des mousses, on a des éléments qui sont des retardants de feu, là, qui sont imprégnés dans vos meubles, Fait que toutes ces choses-là, chauffées, produisent une fumée. Puis cette fumée-là, c'est ça qui est dangereux pour nous. C'est beaucoup plus toxique qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Les effets de l'exposition à ce cocktail chimique ont longtemps été sous-estimés. Et le port de l'appareil respiratoire, qui protège contre ces agressions, longtemps négligé. Des gens comme moi qui ont une trentaine d'années d'expérience, qui n'ont peut-être pas été super sur la coche au niveau santé-sécurité dans le début de ma carrière, là, on a les impacts de notre comportement de là, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Là, on va s'habiller complètement, puis on va rentrer à l'intérieur, puis on va aller voir un peu de ce qui se passe. Martin Guilbeault est lui-même un survivant du cancer. Il y a 10 ans, on lui a découvert un lymphome. Pour l'homme habitué au combat, ça a été tout un choc. Super. On marche, on court pas. Ben oui, parce que les pompiers, on ne peut pas mettre un genou à terre. On est là pour aider la population. On n'est pas là pour être aidé. Il était loin de la retraite quand la maladie a frappé. Ça, je ne peux pas expliquer pourquoi le cancer arrive de plus en plus jeune. Mais j'ai quand même eu un cancer à 45 ans. Fait que c'est pas vieux non plus, là, tu sais. Le phénomène est notable. Le cancer atteint sournoisement des pompiers dans la fleur de l'âge. Maintenant, c'est les pompiers actifs. C'est encore les pompiers qui travaillent sur les camions. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans ces maladies-là? C'est que ça arrive à un âge plus jeune. Ils sont souvent plus agressifs, puis le taux de mortalité est plus haut. À Montréal, on a graduellement imposé le port du masque respiratoire et commencé à s'intéresser aux habits de combat. Plus l'habit de combat était sale, plus tu étais un pompier avec de l'expérience. Plus ton habit de combat sentait le feu, plus c'était « wow, t'es quelqu'un qui est allé, t'es un homme ou une femme d'expérience ». Les pratiques changent. On apprend aux pompiers à brosser et rincer leur tenue pour éliminer la suie et les résidus de produits dangereux qui s'y accumulent. Un protocole qu'ils essaient d'appliquer avant même de quitter les lieux d'un incendie. Les habits de combat doivent aussi passer au lavage à une certaine fréquence, mais Montréal n'atteint pas cet objectif. Présentement, on n'a pas de machine en caserne pour nettoyer les bunkers. Je sais que certaines villes l'ont, nous, on n'a pas cet équipement-là. Donc, sont lavés, pas souvent. Pas aussi souvent qu'ils devraient être lavés si on parle de réduire la contamination et les risques pour mes membres. La ville de Boston, au Massachusetts, a une longueur d'avance en matière de réduction des risques de cancer. So after a fire, we'd take our gear that we wore in, which would be exposed to all the carcinogens of the fire. Yeah. We'd take it, put it into the washing machine, right? Load it up. Ici, on lave l'équipement après chaque incendie et le système fonctionne bien. Use it at the fire, bring it back, get it washed and dried. Once you put that, came back from the fire, you put your second set of gear on the apparatus, so if the next fire comes in, you're ready to go. Ed Kelly est le membre le plus connu de cette brigade. Il préside la puissante Association internationale des pompiers. Elle pèse lourd aux États-Unis. Elle représente presque 30 000 pompiers au Canada, dont ceux de Montréal. Là aussi, le cancer décime les rangs. Je vais vous dire, à Noël dernier, nous avons appelé 31 retraités et 19 d'entre eux avaient reçu un diagnostic de cancer. Ce sont certains de mes meilleurs amis, des mentors, des gens qui m'ont aidé à grandir. De plus en plus, on montre du doigt l'habit de combat. Je suis convaincu que l'équipement joue un rôle important. Car il n'y a pas seulement ce que les pompiers respirent ou ce qui s'accumule sur leurs vêtements de protection. Il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Vous faites confiance à l'industrie et à ceux qui établissent les normes et les règles qui devraient s'appliquer à notre équipement de protection. Vous comptez sur le fait qu'ils feront les choses correctement.
Mais ce n'est pas le cas. On a découvert que les fibres avec lesquelles il est fabriqué peuvent contenir des PFAS ou PFAS, des composés chimiques potentiellement dangereux. Nous avons réussi discrètement à nous procurer quelques pièces d'équipement de protection de nos pompiers. Nous les avons confiées au laboratoire de chimie environnementale de l'Université de Montréal pour analyse. Si tu veux toucher, c'est un peu plastique. Un habit de combat est composé de trois couches. Là. Donc, la plupart du monde qui connaissent les pompiers, bien, ils voient le couche extérieure. Ça, c'est le couche qui va nous protéger de l'abrasion. Dans le milieu de l'habit de combat, bien, il y a une membrane hémifuge qui protège contre le sang, les liquides biologiques, l'eau. Puis l'intérieur de l'habit de combat nous protège du chaleur. Ce ne serait pas étonnant qu'on y trouve ce type de composés chimiques. Ça confère toutes sortes de propriétés. Au niveau industriel, on aime beaucoup. Ça repousse l'eau, ça repousse l'huile, c'est résistant à la chaleur, c'est résistant à l'abrasion, c'est très résistant. En les protégeant, les PFAS pourraient toutefois contribuer à l'épidémie de cancer qui frappe les pompiers. Pour savoir si les tenues de combat de Sud-Montréal en contiennent, il ne nous reste qu'à attendre les résultats. Vous vous doutez bien que si on a apporté les habits de combat au laboratoire, c'est qu'on pense qu'on va trouver quelque chose, mais attendez de voir les résultats un peu plus tard dans l'émission. Au retour de la pause. Bien, voyons donc, il n'y a pas de problème de cancer, il n'y a rien avec la contamination d'un habit de combat. Il y a beaucoup de monde qui pensait que j'étais fou, là. On se doute bien que les pompiers respirent toutes sortes de substances toxiques sur les scènes d'incendie. Alors, comment on a eu l'idée de décortiquer ce qu'il y avait dans les habits de pompiers? Ça, c'est une histoire intéressante. Les vieux bâtiments du campus de l'Université Notre-Dame à South Bend, en Indiana, abritent le laboratoire de physique nucléaire du professeur Graham Peaslee. Il a développé une approche originale pour traquer les PFAS dans une foule de produits de consommation. We were wondering if bottles if these bottles would be fluorinated from the inside, and whether foodstuffs would. Were they? They were generally not these ones. We did find some. En 2017, Graham Peaslee reçoit un courriel d'une parfaite inconnue. La conjointe d'un pompier de la région de Boston cherche à savoir si l'uniforme de son mari, qui est atteint du cancer de la prostate, pourrait contenir des PFAS. Elle voulait savoir, mais les fabricants refusaient de le confirmer. Elle s'est fait dire, il n'y a rien à craindre, allez-vous-en. Je pense qu'elle a fini par envoyer 6 000 courriels. Car les PFAS sont suspects. L'ancien téflon est probablement le plus connu d'entre eux. Food doesn't stick to Teflon like it does to other things. Ainsi que la version originale du fameux Scotchgard. Which is precisely why we make Scotchgard fabric protector. It keeps ordinary spills from becoming extraordinary stains. Le premier est maintenant classé cancérigène et le second cancérigène probable. Qu'on soupçonne la présence de substances semblables en grande quantité dans leur habit de combat a surpris les pompiers. Quand je l'ai appris, ça m'a évidemment inquiété. Mais cela semblait presque trop grave pour être vrai. Pourquoi nos équipements de protection individuelle seraient-ils fabriqués avec des substances cancérigènes? Cela semble complètement contraire à ce qui serait permis par la loi. Intrigué, Graham Peaslee accepte d'analyser des échantillons avec un accélérateur nucléaire. Sa méthode permet de révéler la présence ou non de fluor organique dans les matériaux. Le fluor, c'est le F dans PFAS. Sa méthode est rapide et peu coûteuse.
Quand j'ai mesuré, ils étaient non seulement fluorés, mais fortement fluorés, parmi les valeurs les plus élevées que j'ai jamais vues. Je me souviens du jour même où je les ai reçus. On était occupé à autre chose, mais je voulais le faire sans attendre. Tout de suite, on a détecté une quantité phénoménale. C'était incroyable. Ed Kelly se souvient précisément du moment où il a appris la nouvelle. Je me tenais juste derrière ce camion échelle quand j'ai reçu l'appel disant que le chercheur de Notre-Dame avait stoppé l'étude. Parce qu'ils avaient déjà trouvé tellement de PFAS dans les 6 premières semaines, je pense que c'était une étude de 18 mois, qu'ils avaient conclu que l'équipement en était rempli. Ça a été un moment marquant pour moi. Right in the middle of the target. And then what we can do is we can go one target at a time and we can go next target. Devant ces résultats, Graham Peaslee décide de pousser ses travaux plus loin. Nous en avons testé toutes sortes, 43 ensembles différents en tout. Grâce aux dons d'une fondation privée, il récolte au fil des mois des tenues de combat de partout aux États-Unis. Alameda, California, Illinois, Ohio. Et toutes, sans exception, contiennent des PFAS. On ne peut pas mesurer avec certitude l'impact sur la santé des pompiers de ces substances contenues dans leur tenue, mais le risque qu'elles posent est réel. Un pompier qui utilise ça des heures et des heures, il y a clairement un contact avec la sueur, avec le corps, et il y a un transfert. On sait, il y a des études qui montrent que les PFAS peuvent être absorbés par la peau. Les pompiers enfilent leur tenue plusieurs fois par jour, sans se douter qu'ils s'exposent à répétition. Regardez une caserne comme celle-ci. Nous effectuons environ 10 000 sorties par an. 10 000 fois que les 50 pompiers affectés ici enfilent cet équipement et s'exposent à répétition. Ça n'a rien de rassurant non plus pour les pompiers montréalais qui portent leur tenue de combat en tout temps. Sa conception, son utilité, puis sa raison d'être, c'est pour aller au feu. Mais pour un pompier de Montréal, c'est notre manteau à tout faire. Quand il fait froid dehors, on met l'habit de combat. Quand il pleut, on met l'habit de combat. On s'en va gazer le camion, on met l'habit de combat. On s'en va faire l'épicerie, on met l'habit de combat. On va faire la prévention, on met l'habit de combat. Les interventions premiers répondants de nature médicale, on met l'habit de combat. 80 000 quelques interventions par année qui ne sont pas structurelles, qui n'ont pas de risque d'incendie, on va porter l'habit de combat à Montréal. Les travaux de Graham Peaslee révèlent aussi qu'avec le temps et l'usure, les PFAS contenus dans les habits de combat s'échappent. Cette poussière s'accumule dans les casernes, en particulier dans les casiers où l'uniforme est entreposé. À mesure que l'habit se dégrade, ces fibres deviennent en suspension dans l'air. On les ingère, on les inhale. Elles sont sur notre peau. On ne peut pas simplement les laver. Devant l'importance de ces découvertes, le chercheur publie enfin ses résultats. Notre article disait, c'est là, ça se détache, ça pose un risque. C'était en 2020. La même année, l'Association internationale des pompiers publie un avis de sécurité qui suscite peu de réactions au Québec, déplore Chris Ross. Ça me rappelle un peu quand moi j'avais lancé l'alarme au cancer chez les pompiers en 2011-2012 en arrivant à la vice-présidence de l'Association des pompiers de Montréal. Il y a beaucoup de monde qui pensait que j'étais fou, là. Je me souviens des discussions que le monde me dit « Voyons donc, il n'y a pas de problème de cancer, il n'y a rien avec la contamination d'un habit de combat. » Donc, je te dirais de 2020 à 2022, c'est à peu près la même réaction qu'on avait au niveau des PFAS. Tout le monde entendait, mais le monde ne le croyait pas ou il ne voyait pas le lien. On a les pantalons ici. Okay. Ce lien apparaîtra peut-être plus clairement lors des tests auxquels nous soumettons nos habits de pompiers à Montréal. Vraiment, avec l'intérieur. Vous avez découpé un petit peu partout. On s'est amusé. On prélève d'abord 60 échantillons dans toutes les couches de tissu. On a fait l'extérieur de l'aisselle. On a un manteau et 2 pantalons qui font partie de l'équipement de protection contre le feu, ainsi qu'un pantalon de travail.
On voit les différentes couches. Fait que c'est vraiment celle-là qui est en contact avec la peau, puis elle va venir vraiment se zipper puis s'agripper vraiment à la couche extérieure. On découpe un morceau qu'on met dans un tube avec de l'alcool. Ça va pas dissoudre le tissu, ça va pas tout aller chercher ce qui est dans la fibre, dans la matrice. Ça va nettoyer ce qui est en surface pour une première couche, et donc on extrait juste une petite partie du total. Nous saurons si les habits contiennent des PFAS, lesquels et en quelle quantité. Dans son laboratoire de physique, Graham Peasley continue lui aussi de tester des habits de combat. Il en reçoit même d'Europe. This is a pair we got from, I think, Italy. So we should wash our hands? We should wash our hands after this, yes. Ces travaux ont révélé au grand jour la vérité sur les risques jusque-là cachés des habits de combat, l'équipement dont la vie des pompiers dépend. Les pompiers avaient un article disant qu'il y a un risque d'exposition. S'ils ont réagi fort, en vérité, c'est qu'on leur avait menti. On leur avait toujours répété que c'était sans danger. À mon avis, on nous a trompés à 100%. Une partie de la menace à laquelle on fait face en tant que pompier, cette épidémie de cancer, elle est causée par l'habit de combat qu'on porte chaque jour, jour après jour. L'industrie chimique a longtemps maintenu que ces substances sont inoffensives. Mais ces secrets jalousement gardés ont fini par éclater au grand jour. Au retour, la petite histoire des PFAS, de la bombe nucléaire aux habits de pompiers. Nous avons été sacrifiés pour que les entreprises fassent du profit. Des PFAS, on en retrouve partout aujourd'hui. Il y en a dans nos casseroles, dans nos vêtements, on en a même tous dans le sang. Par contre, nos pompiers sont pas mal plus exposés que la plupart d'entre nous. Chaque semaine, Philippe Grandjean prend le train qui relie la capitale du Danemark, Copenhague, à Odense, où il enseigne la médecine environnementale depuis 40 ans. Son travail a fait de lui la bête noire de l'industrie chimique. Il a été le premier à révéler certains des effets les plus pernicieux des PFAS. Les PFAS sont des composés chimiques inventés il y a longtemps. L'avantage, c'est que vous ne pouvez pas facilement détacher le fluor. C'est incroyablement stable. C'est l'une des liaisons les plus fortes en chimie. Si je l'absorbe, mon corps ne peut pas le décomposer. Les composés perfluorés ont été développés pendant le projet Manhattan pour fabriquer la bombe nucléaire. C'est par accident qu'un employé de laboratoire en découvre ensuite la résistance exceptionnelle. Au début des années 50, DuPont et 3M en fabriquent déjà près d'1 millier de tonnes par an. Ce ne sera pas sans conséquences. Le premier signal d'alarme est apparu dans un lieu pourtant loin des usines de produits chimiques, aux îles Féroé, au milieu de l'Atlantique Nord. Ce qu'a découvert Philippe Grandjean a bouleversé le monde scientifique. Chaque fois qu'un enfant présentait une concentration 2 fois plus élevée de PFAS dans l'échantillon de sang, il perdait la moitié de ses anticorps. Doubler cette concentration quelques fois, et bientôt un vaccin n'a plus aucun effet. Les PFAS agissent sur le système immunitaire et augmentent le risque de développer plusieurs problèmes de santé. Au début, on était préoccupé par les cancers du rein et des testicules, avec quelques soupçons de cancer de la prostate, ces types de cancers spécifiques. Maintenant, on s'inquiète aussi du cancer du sein chez la femme, du cancer du côlon, du système digestif et d'autres. En 2012, les révélations de Philippe Grandjean sont d'abord accueillies avec scepticisme par les chercheurs.
Donc, une espèce de déni, donc, bah, ça doit être une erreur, il faut attendre pour vérifier ça. T'sais, donc, et autant au niveau scientifique qu'au niveau réglementaire, donc la première approche a été plus une de méfiance. Mais cette étude-là a été répétée de différentes façons par Grandjean et par d'autres équipes. Et là, le cumul des études a juste dit, OK, non, ça, c'est majeur. Il n'a pas eu peur de publier. Il a essuyé des critiques des compagnies chimiques. Elles n'ont pas apprécié. Mais ça a été validé depuis. 3M et DuPont soupçonnaient certains de ces risques pour la santé depuis des décennies. Ils ont pu voir que les PFAS étaient en fait toxiques pour le système immunitaire. Cela a été gardé secret depuis 1978. Ça a été un choc de me rendre compte que cette étude avait été réalisée il y a longtemps. Selon des documents internes aujourd'hui publics, 3M aurait caché des données aux autorités réglementaires. Ils avaient des preuves claires, y compris de cancer chez les rats. Et ils les ont ignorées. Il y avait aussi des études sur le cancer chez les travailleurs et ils ont mal interprété les données. Il y a une analogie avec les poursuites pour le tabac qui est assez flagrante, où on a une industrie qui était au courant de certains enjeux de santé, mais qui ne voulait pas nuire à la vache à lait puis aux revenus que les millions, les milliards que ça générait. Et donc, ils ont caché certaines informations parce qu'ils étaient inquiets des impacts économiques sur leurs activités. 3M aurait même intimidé une employée qui menaçait cette importante source de revenus. My name is Chris Hansen, and I was gaslit by 3M to think that the forever chemicals that I found in human blood were safe. Chris Hansen est une jeune chimiste de 28 ans chez 3M à la fin des années 90. Ce n'est que maintenant qu'elle sort de l'ombre. Thank you. I'm very pleased to be here today to talk with you about my time at 3M. J'ai toujours peur de certaines personnes chez 3M. C'est une grande entreprise et elle est soutenue par un grand cabinet d'avocats. Et je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait d'illégal, mais j'ai toujours peur. Elle raconte qu'à l'époque, on lui a demandé de vérifier une anomalie dans du sang provenant de la Croix-Rouge. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que l'anomalie dans le sang était du PFOS, un produit perfluoré de 3M. Cela signifie que la substance s'est répandue dans toute la population. Ça a été un choc de découvrir qu'un produit conçu pour les tissus et le papier se trouvait dans le sang de chaque Américain que j'ai testé. Elle présente ses conclusions aux dirigeants de la compagnie. J'ai été confrontée à des questions très agressives. Ils connaissaient les données, ils en avaient entendu parler, ils les avaient vues. J'ai l'impression qu'on m'a amené là pour m'intimider et me remettre à ma place. Après cette rencontre, la chimiste est mutée. Depuis, les PFAS se sont répandus dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés, comme les îles Féroé. Les courants marins transportent les PFAS à travers les océans. On en trouve dans la pluie en Antarctique, lorsqu'il pleut dans l'Himalaya. Il semble que ce soit présent partout sur la planète. 3M nous a répondu. Notre gestion des PFAS évolue, en même temps que la science, que les attentes de la société et de nos propres attentes envers nous-mêmes. DuPont s'est restructuré en 2015 en de multiples entités. En conséquence, DuPont ne peut pas commenter ce qui est survenu dans le passé. Aujourd'hui, l'ex-employé de 3M, Chris Hansen, raconte son histoire avec une certaine amertume. Encore plus depuis qu'elle a appris que les PFAS se retrouvent jusque dans les tenues de combat des pompiers. Les pompiers, c'est une situation horrible parce que vous avez des personnes qui ont décidé de risquer leur vie. Et il s'avère que les outils qu'on leur donne pour protéger nos communautés leur causent le cancer. C'est impardonnable. C'est pas juste. Le fait de vouloir gagner de l'argent et que d'autres personnes en souffrent ne veut pas dire que c'est acceptable.
Quand Sky Downs est devenue pompière à Boston, elle ne savait rien des secrets de l'industrie ni des substances perfluorées présentes dans son habit de combat. Connaissiez-vous ça? On savait qu'il y en a dans la mousse et certains produits qu'on manipule, mais on n'aurait jamais pensé à nos habits de combat. Plusieurs de ses collègues sont aux prises avec le cancer. Elle n'a que 34 ans lorsqu'elle est frappée à son tour. Elle apprend qu'elle n'a pas un, mais 2 cancers différents de la thyroïde. On tombe dans un brouillard quand on vous annonce que vous avez le cancer. C'est tout ce que vous entendez. L'esprit se referme, vous paniquez complètement. Je me suis dit, ça ne peut pas être vrai. Sky croit fermement que les PFAS contenus dans son habit de combat pourraient avoir contribué à sa maladie. Elle a repris son travail et s'est engagée dans une des nombreuses poursuites visant des fabricants aux États-Unis. On prend des mesures pour éliminer un danger de plus, avec lequel on doit composer chaque jour. De son côté, l'IAF poursuit l'organisme de certification qui oblige la présence de PFAS dans les tenues de combat sous l'influence, dit-elle, de l'industrie, qui s'en défend. C'est le combat de notre génération. C'est là qu'on fixe la limite. Ce n'est pas un risque qu'on a accepté de prendre en devenant pompier. Je dirais même que c'est une atteinte à notre santé. Nous avons été sacrifiés pour que les entreprises fassent du profit. Reste à voir si nos pompiers sont eux aussi surexposés en raison de leur tenue de combat. Donc, on retourne au labo après la pause et on vous dévoile ce que les chercheurs ont trouvé. C'est l'heure de vérité. 60 échantillons provenant d'habits de pompiers montréalais ont été analysés par l'équipe du professeur de chimie environnementale, Sébastien Sauvé. Une trentaine de PFAS qu'on détecte de façon régulière dans ces produits-là. Donc, tu sais, c'est pas mal. Il y a une gamme élargie de PFAS qu'on a observées. Donc, il y en a beaucoup, puis il y en a des différents, dont certains qui sont bannis, là, c'est le PFOA, le PFOS, qui sont plus supposés être utilisés, qui sont bannis par la Convention de Stockholm, bien, on en voit. Le numéro 1, il est vraiment plus contaminé que le patron numéro 2. Selon les morceaux, on est de 500 à 38 000. Oui. Un des morceaux les plus contaminés. Nous avons apporté nos tenues de combat à Chris Ross. Il ne se fait pas d'illusions. Il s'attend à ce que nos tests soient positifs. Oui, honnêtement, là, si on prend un peu de recul, là, mais les habits de pompiers qu'on a maintenant, il y en a en masse depuis 8, 9, 10 ans qui sont encore en service. J'ai aucune misère à croire que ces habits de combat-là, ils ont le PFAS. En quelle quantité? On le sait pas. C'est effectivement un habit de combat du CIM, là, légèrement plus vieux, là, mais mettons, lève-là 1 ou 2 générations. OK. Il n'existe aucune norme au Canada sur le seuil acceptable de PFAS dans les textiles. 3 études réalisées aux États-Unis révèlent des niveaux très variables dans les habits de pompiers, allant de quelques dizaines à des milliers de parties par milliard. Nos résultats sont semblables. Nous avons d'abord testé un pantalon de 2013 et donc en service encore récemment. La moyenne de PFAS totale dépasse 1460, avec un maximum à plus de 4000. Un manteau, fabriqué en 2012, a une valeur moyenne de 2568, avec plusieurs échantillons très élevés, le pire atteignant 7660. Mais la palme revient à un pantalon fabriqué en 2000, dont la teneur moyenne en PFAS est de 8744. L'échantillon le plus contaminé atteint le record de 38 800 parties par milliard. On est dans une gamme de textiles qui est avec des niveaux d'exposition au PFAS qui est très, très, très élevé. Que ce soit si facile d'extraire plein de PFAS d'un habit de pompier, ça veut dire qu'il y a une portion de ces PFAS-là qui est absorbée par nos pompiers quand ils utilisent les vêtements et s'ils portent leur habit pendant de longues heures puis qu'il fait chaud parce qu'il y a un feu puis qu'ils ont beaucoup d'exercice. Donc, c'est clair qu'ils sont exposés.
Les premiers concernés, les pompiers, apprennent donc que leur tenue de combat est l'équivalent d'un déchet toxique. Puis c'est drôle, juste le fait que tu m'as donné les chiffres, j'ai comme pas le goût de le toucher. Mais pourtant, en caserne, on va le toucher à tous les jours. Ah oui, hein? Avant de connaître nos résultats, le Service de sécurité incendie de Montréal se doutait de la présence de PFAS dans l'équipement, mais s'en méfiait relativement peu. Oui, mais il se passe des PFAS, il y en a partout. Il y en a dans mes habits d'entraînement, il y en a dans mes cuissards de vélo, il y en a dans mon T-shirt quand je vais m'entraîner. Fait que là, c'est de voir l'exposition versus ce que je porte à tous les jours. Est-ce que... Je ne suis pas capable de vous répondre c'est quoi la quantité de PFAS qu'il y a dans un habit de combat versus ce à quoi je suis exposé dans la vie de tous les jours, puis de voir est-ce que c'est vraiment un problème. Nous avons posé la question au professeur Sauvé. C'est sûr que dans d'autres études, on avait regardé la comparaison dans différents vêtements de sport, dans les vêtements pour bébés, les quantités de PFAS. Donc, il y a des traces un peu partout. Mais les habits de pompiers, dans le même genre d'approche, ils sont dans une classe à part. Là. Ils sont des méga champions en termes de concentration de PFAS. Là. Ça n'a rien à voir avec des vêtements de sport. Il n'y a pas que les PFAS dans les tenues de combat qui posent problème. Les mousses extinctrices en contiennent aussi. Et malgré les options moins dangereuses offertes sur le marché, le gouvernement canadien continue d'autoriser leur usage dans plusieurs villes, dont Montréal. Il y a certainement un risque. C'est pas quelque chose qui est fréquemment utilisé à Montréal, mais c'est quelque chose, quand tu l'utilises, est utilisé en quantité industrielle, par exemple. On ne sort pas le mousse pour appliquer 2-3 gallons de mousse. Quand on sort, là, on vide le stock. Ces mousses sont parmi les plus grands responsables de la contamination des cours d'eau et de l'eau potable. On a recensé plus d'une centaine de sites contaminés au Canada. Nous autres, ce mousse-là, quand il est expiré, quand on arrivait à la date d'expiration sur le 5 gallons, on s'en servait pour les pratiques, on s'en servait pour les journées portes ouvertes de la caserne. Là. On faisait des gros piles de mousse, puis les enfants couraient dedans, puis tout le monde s'amusait. Mais ça, c'est le 30 ans, pas du tout conscient des dangers. Mais là, aujourd'hui, quand on parle de PFAS, on parle de ces mousses-là, j'ai des cauchemars de qu'est-ce qu'on a fait avec ce mousse-là au fur et à mesure de notre carrière. On soupçonne que le cocktail de perfluoré dans la fumée, les mousses et les vêtements peut avoir un effet exponentiel sur la santé des pompiers. Enlever une seule de ces sources de contamination serait un pas dans la bonne direction. Enlever une source d'exposition, définitivement, moi, je pose la question par quoi les remplacer. Puis l'autre objectif, c'est de toujours assurer la protection des pompiers et des pompières. Donc, est-ce que l'habit de combat continue à répondre aux normes qui sont dictées dans l'industrie pour offrir la meilleure protection possible? Alex Monahan est un des 3 pompiers à Ottawa qui testent un nouveau produit. Des fabricants commencent à offrir des tissus sans PFAS et il s'est porté volontaire pour les mettre à l'épreuve. Pour moi, j'ai senti la même dans l'équipement sans PFAS que mon équipement régulier. Pour moi, c'est la même. Même confort. Même confort. Même mobilité, même température, c'est tout la même pour moi. Ottawa est la seule ville canadienne où ces tests sont menés avec 4 autres villes en Amérique du Nord, une initiative de l'Association internationale des pompiers. Ce que les tests vont démontrer, c'est qu'il existe une alternative à la cochénifuge qui est imbibée de fluor. C'est ce que ça va permettre. Je pense qu'à long terme, il faut repenser tout l'équipement. Alex Monahan n'est pas enthousiaste à l'idée de devoir rendre sa tenue après les tests. Ça me dérange un peu. Je ressens parfois un peu de culpabilité. J'aime mon équipe comme ma propre famille et je suis le seul à porter l'équipement sans PFAS. Vancouver et Sault-Sainte-Marie se sont déjà engagés à faire la transition vers de l'équipement sans PFAS. Montréal n'a pas pris cet engagement, mais dit avoir éliminé les PFAS dans 2 des 3 couches de protection de 800 nouveaux habits de combat et poursuit sa veille du marché. On ne peut pas penser que la Ville de Montréal va acheter 6 000 habits de combat de jour au lendemain. Bien, il y a quand même des procédures qui peuvent être mises en place qui ne coûtent pas tellement cher, à juste simplement réduire l'apport puis la fréquence à laquelle qu'on le mette. On a essayé de prendre des échantillons des 2 jambes. On est allé vraiment... Elle pourrait, par exemple, revoir le pantalon bleu de travail. Nos analyses révèlent qu'il contient lui aussi une quantité élevée de PFAS. Ils sont portés en tout temps, c'est nos pantalons de travail. Là. Au moins que le gars il est dans le douche ou quelque chose, il porte ces pantalons-là. Il n'y a pas une autre paire de pantalons qui est conforme pour porter en caserne.
On estime qu'il faudra au moins 10 ans pour changer les dizaines de milliers de tenues de combat utilisées au Canada. Un au contrôle, on est en direction. Ça doit être fait au plus vite. Le fait est que je porte cet équipement depuis presque 30 ans. Et il y a de fortes chances que j'ai déjà été exposé. Ce qui me fait vraiment de la peine, c'est quand nous avons quelqu'un qui n'a pas été exposé et qu'on lui remet un équipement tout neuf, sachant très bien que dès qu'il le sortira du plastique et le touchera pour la première fois, il s'exposera au PFAS. Plusieurs casernes, dont celle d'Ottawa et d'autres au Québec, ensachent maintenant les tenues de combat et les entreposent à l'écart. Prendre ces précautions, les mettre à part, les laver, ça minimise le risque pour les pompiers. Mais quand on s'en débarrasse, ils finissent dans les décharges et dans l'environnement. Ça nous affecte tous. Et c'est pourquoi la notion de contaminant éternel est vraiment importante ici. Ça peut persister pendant 30 ans dans le manteau et pendant 300 à 3000 ans dans l'environnement. En attendant des mesures concrètes, le risque ne va pas empêcher les pompiers de continuer à faire leur travail. Mon père était pompier ici même, dans cette caserne, sur le camion numéro 7. Le père de ma mère était pompier, dans les années 40 et 50. Et j'étais l'un de ces enfants qui n'avait qu'un seul plan. Le seul rêve que j'ai jamais eu était de devenir pompier. Et Dieu m'a béni pour me mettre là où il veut que je sois. Je dirais que ça va être à moi-même, à l'association, puis l'ensemble d'autres mondes, d'amener les modifications nécessaires pour les pompiers. Mais ceux qui rentrent comme pompiers, ils rentrent pour sauver des vies. Ils vont continuer à sauver des vies, même en étant conscients de ce danger-là. Ils vont penser 2 fois, on va mettre l'habit de combat, ils vont aller au feu. Les villes auront-elles la volonté et les moyens d'agir pour s'assurer que la vie de ceux qui nous protègent compte autant que la nôtre? C'est tout pour notre enquête sur les habits de combat des pompiers, mais les PFAS, c'est un gros sujet qu'on continue à creuser et on devrait vous revenir avec des révélations plus tard cette saison. En attendant, voici sur quoi on travaille pour la semaine prochaine. Moi, je suis d'accord pour un casino. À 100%, Abenaki, that's it, that's all. Toutes les tribus amérindiennes ont des ancestraux sur des jeux de hasard. Est-ce que les membres ont été consultés pour le projet du casino? Juste sur Pas à ma connaissance. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.